messieurs, bonjour, bonsoir, selon votre zone de résidence. Vous êtes bien sûr Gabon Première du groupe Gabon Télévision. On est bien depuis Libreville au Gabon. Alors, nous allons voir pour ce numéro écho des médias, un sujet tout à fait attendu, le code de la nationalité, des réformes, mais surtout la polémique, le permis de conduire, cette coûteuse digitalisation, c'est ce qu'on entend dans l'opinion. Anniversaire du Parti démocratique gabonais célébré en différé. On a comme l'impression que les cadres de ce parti et militants prennent désormais l'habitude de se nourrir de l'instinct de survie politique. Et puis, le Bénin, une élection présidentielle attendue, mais dite taillée sur mesure par le président Talon. Pour en parler, nous aurons donc Brice Livou et Yinga. Vous êtes communicant, chroniqueur politique. Brice, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité chez vous. Jérémy Gustin Mzama, vous êtes journaliste retraité d'Africa numéro 1, mais toujours journaliste et donc chroniqueur de l'actualité nationale et internationale. Jérémy, bonjour, bienvenue. Bonjour Edgar. Bien sûr, le plaisir de recevoir Jean-Claude Affa, habitué de ce plateau. Avant, c'était bien sûr débat de presse. Maintenant, écho des médias. Vous êtes directeur de publication de l'Objectif Magazine. Bonjour, bienvenue. Bonjour Edgar, c'est un plaisir. Et puis, mon co-présentateur, Andy Neltongi, de la rédaction de Gabon Télévision. Andy, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci Edgar. La deuxième partie de l'émission sera consacrée à la revue de presse. Elle sera signée Gabriel Guilain Lemami. Et puis, comme toujours, la dernière partie de l'émission consacrée à l'invité, nous allons recevoir Geoffroy Fumbola Libekamakoso, ancien député de la transition et leader de la société civile. Messieurs, nous allons démarrer cette émission. Brice, on est dans un débat qui noie l'opinion. Bien sûr, la réforme de certaines dispositions du code de nationalité. Alors, la question qu'on se pose, c'est de savoir pourquoi on en parle maintenant alors que le Parlement n'est pas en intercession. La question de la nationalité est, si vous regardez à travers le monde, de plus en plus le débat sur la nationalité émerge. Cela aussi est lié aux évolutions du monde avec la mondialisation et la libre circulation de personnes. Cela crée une réalité qui est telle que des gens, par exemple, dans certains coins qui vivaient de façon, par exemple, reclus, par exemple, avec de moins en moins de fréquentation, se retrouvent subitement à être fréquentés par beaucoup d'autres gens venus des horizons divers. Cela, confronté à la réalité parfois du chômage et d'autres réalités dans le pays, cela crée des tensions. Et de plus en plus, les communautés à travers le monde font émerger le débat sur la nationalité. Toutes ces évolutions, lorsqu'elles sont prises en considération, les dispositifs juridiques en la matière doivent évoluer et s'adapter à ces évolutions. Et c'est le cas chez nous actuellement. Le débat, il fait grand bruit parce que, faut-il le dire, que le débat sur la nationalité, c'était le débat auquel les Gabonais s'attendaient presque pas, compte tenu des urgences auxquelles notre pays est confronté, des urgences sociales, des urgences économiques et peut-être des urgences aussi politiques, parce que dans cet environnement, il ne manque pas quand même quelques situations de friction entre les acteurs politiques. Donc, il apparaît comme un cheveu dans la soupe. Mais quand il apparaît, lorsqu'on regarde le contenu des dispositifs mis en œuvre dans le cadre de la nationalité, il se pose un certain nombre de questions. Les questions par rapport à la perception même des dispositions, parce que lorsqu'on lit, il y a des gens qui ont du mal à percevoir, ne serait-ce que dans l'espace et dans le temps, qu'est-ce que l'on a voulu promouvoir dans ce débat. Toujours est-il qu'il faut le rappeler, le débat en lui-même, l'intention de réguler la question de la nationalité est louable. Faut-il la réguler en ne pas tenant compte, en tenant compte d'un certain nombre de réalités où il faut réguler de façon à clarifier des positions pour que les zones d'ombre puissent être levées. C'est tout le sens du débat qui est posé actuellement, d'où la clameur qui se lève à travers le pays. Alors, Jérémy Zamba, on va rentrer directement dans le vif du sujet pour voir un peu le contenu de ce que propose le gouvernement. Évidemment, c'est ce qui se dit un peu partout dans la rue, dans les bars, dans les maisons. Vous êtes le parent étranger, vous n'avez plus accès à un certain nombre de responsabilités publiques, membre du gouvernement, peut-être président des institutions. Il se dit aussi que vous pouvez être déchu de votre nationalité si vous posez des actes subversifs, même si pour l'instant on n'en connaît pas la nature. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Bon, il faut commencer par reconnaître, par accepter qu'un pays puisse se doter d'un arsenal juridique pour sa protection et pour celle de ses populations. Ça, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Surtout lorsque le pays s'appelle Gabon. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres qui vivent les mêmes réalités, mais je dis quand ce pays appelé Gabon, qui a du mal déjà à normalement déterminer combien, parce que c'est de cela qu'il s'agit, combien de Gabonais de souche, de Gabonais d'origine, il y a par rapport aux Gabonais dits d'affiliation ou les Gabonais d'adoption, un pays comme le Gabon qui n'arrive déjà pas correctement à déterminer qui sont-ils, c'est tout à fait normal qu'ils puissent en arriver là. Mais la question que l'on se pose, elle réside dans les dispositions qui sont prises, des dispositions qui vont à l'encontre de l'inclusion tant prônée par le pays, parce qu'il y en a qui vont se sentir forcément exclus. Bon, quand vous parlez par exemple de tous ceux qui sont dans les sphères du pouvoir, vous avez par exemple les proches collaborateurs du chef de l'État, vous avez par exemple les magistrats, vous avez par exemple les membres du gouvernement, mais Dieu seul sait combien sont de parents, au moins d'un parent étranger. Donc ça veut simplement dire que ça va provoquer des grincements de dents. Il y a également cette affaire, cette disposition concernant les actions subversives qui vont entraîner la déchéance, par exemple, du citoyen. Mais le problème, ce n'est pas, parce qu'il y a le texte et il y a l'esprit du texte. Le problème, ce n'est pas de parler d'actions subversives, mais qu'est-ce qui se cache sous cette expression action subversive, par exemple? Action déstabilisatrice, par exemple. Qu'est-ce qui se cache en dessous? Je crois que là-dessus, les autorités compétentes devaient convoquer, par exemple, des émissions, convoquer, par exemple, des réunions pour essayer d'expliquer en profondeur de quoi ils veulent parler. Bon, vous avez, par exemple, les dispositions sur le mariage. Après mariage, on est parti de 3 à 6 ans. Pourquoi 3 à 6 ans? Ce sont des questions que beaucoup vont se poser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 3 ans, c'est pas suffisant pour que l'on sache. Si on peut être un bon citoyen. Voilà. Donc, il faut attendre 6 ans. 6 ans. Pourquoi toutes ces dispositions-là? Alors donc, vous voyez que les gens sont en train de se poser des questions sur le bien fondé de toutes ces dispositions qui viennent changer, parce que là je repars au départ, qui viennent changer beaucoup de celles du Code de la nationalité de 1962. Bon, qui a par exemple, sur lequel par exemple on a retenu la déchéance. Mais tout à fait. Ok, mais le reste est totalement nouveau. Et puis, ce Code de la nationalité intervient à quel moment? Hors session parlementaire. Là encore, c'est un autre débat. Bon, ce qui est sûr, c'est que le texte va arriver à l'Assemblée nationale du Sénat. Ça, on a cette information, c'est la certitude. Je pense que ce sont les députés et les sénateurs qui vont nous apporter la lumière. Alors, Jean-Claude, on a bien compris le bien fondé. Le gouvernement veut protéger la nation, protéger les citoyens, protéger les droits des citoyens. Peut-être aussi que le gouvernement part des faits historiques. On a vu, on a parlé de légions étrangères qui avaient pris en otage le pays en occupant donc le poste de responsabilité stratégique. Peut-être que le gouvernement tire les enseignements. En fait, je veux dire, le gouvernement de la Ve République. Oui, à première vue, il peut paraître que le gouvernement veut mettre des garde-fous, n'est-ce pas, pour protéger certaines fonctions, mais à regarder de très près, c'est pas ça. C'est pas ça, et mon voisin de droite l'a dit, il n'y avait pas urgence, n'est-ce pas, de prendre par l'ordonnance ce texte. Il n'y avait pas une urgence. Bon. Mais le contexte
et qu'aujourd'hui, la Ve République nous surprend par cette manière active de faire des choses. Hier, on a vu la Constitution, il y a eu un temps pour donner la parole aux gens, pour défendre, n'est-ce pas, la nouvelle Constitution qui a été votée. C'est vrai que dans cette Constitution, tout n'était pas parfait, mais elle a été votée. Après, on a des mesures qui sortent comme ça de nulle part, qui surprennent la population. On coupe les réseaux sociaux sans justificatif. Et là, c'est le code de la nationalité qui tombe. Et dans ce code, il faut le reconnaître, il y a des bons points et des mauvais points. Et des points pas très bons. Pas très bons. Alors, si on veut protéger quelque chose, il y a la manière. Jérémy Nzambala a dit, il a dit, on a l'impression que ce code divise plus qu'il ne rassemble. Et c'est ce qu'il faut éviter dans cette Ve République. Parce que les décisions qui sont prises divisent plus qu'ils ne rassemblent. C'est vrai qu'il y a des gens qui supportent tout et rien, c'est-à-dire quelle que soit la logique qu'on peut leur présenter, ils vont défendre leur camp, comme ceux de l'opposition qui vont toujours critiquer, même quand c'est logique. Mais il faut garder de la mesure et reconnaître que là, on a avancé un peu plus loin et là, on peut... Oui, la Légion étrangère a fait ce qu'elle a fait, mais qui a promu la Légion étrangère? C'est des gens qui ont promu ces personnes-là. Tout à fait. Et si les dirigeants actuels ne veulent pas que la Légion étrangère occupe des places, est-ce qu'on a vraiment besoin de prendre un texte pour ça? Il suffit de ne pas les nommer, il suffit de ne pas les prendre à côté pour servir. Oui. On prend par exemple les députés des postes électifs. Non, le poste électif, c'est la population qui décide. Ce n'est pas une nomination. Moi, j'ai vu des demi-Gabonais qui sont bien implantés dans la société et qui entretiennent, n'est-ce pas, des très bons rapports avec les populations autochtones. Absolument. Alors, si celui-là se présente pour être député, pourquoi on va le lui interdire? Il n'y a pas de raison. Absolument. Donc, il faut voir et nous espérons, même si l'espoir est très mince, que le Parlement va retoucher profondément ce texte. Mais je vous dis, l'espérance, l'espoir n'est pas... Oui, je pense que vous vous appuyez sur le fait que l'Union des bâtisseurs est majoritaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Andy? Je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que mes confrères et le consultant, M. Inga, venaient justement d'évoquer. Nous sommes ici en train de parler d'une question de droit. Et il est important que l'on puisse restituer le contexte. D'abord, le droit, c'est l'ensemble des règles juridiques obligatoires qui organisent la vie de la société. Absolument. Et c'est dans cet esprit, justement, que le gouvernement est en train d'agir, à mon avis. Et puis, la question que nous évoquons ici, c'est une question hautement stratégique. On parle de la souveraineté d'un pays. Bien sûr. Donc, l'État gabonais, en toute connaissance de cause, agit avec sa souveraineté, puisque le président étant de facto chef de gouvernement, et donc il a la mesure de cette décision, puisque le pouvoir discrétionnaire le revient. Et parlons de l'article 64, puisqu'il s'agit de ça. Oui, il s'agit de ça, oui. Alors, l'article 64, à mon avis, encadre une procédure précise. Et donc, des actes graves contre l'intérêt de l'État, une injonction formelle adressée à la personne concernée, un délai possible conformé, une décision prise par décret et des voies de recours. Il y a même des voies de recours qui sont justement, ce sont des possibilités. Aujourd'hui, bon, je pense que on ne devait pas parler d'urgence, dans la mesure où la Ve République s'est engagée à restructurer les choses, à redynamiser les choses, à revoir ce qui n'a pas marché. On ne peut pas dire que la décision que le gouvernement est en train de prendre n'est pas urgente. Mais non, on ne peut pas parler d'urgence. Oui. On parle du fonctionnement d'un État. Et pour faire fonctionner l'État, étant donné, quelqu'un l'a dit ici, étant donné que nous sommes signataires d'un certain nombre de conventions à l'international, le gouvernement décide de faire fonctionner l'État. Et pour faire fonctionner l'État, il faut revoir certains éléments, notamment le code de la nationalité. Nous avons vu tout ce qui a marché hier et tout ce qui n'a pas marché également. Il y avait ici au Gabon des personnes qui étaient plus gabonais, des personnes qui disaient « je suis plus gabonais que toi ». Et maintenant que le gouvernement a saisi la question en disant « il est important de revoir les choses pour bien définir un cadre légal », moi je comprends pas pourquoi ça va créer une polémique. Je comprends pas pourquoi il y a aussi les sons de cloche à gauche et à droite. Alors que l'État est en train, à mon avis, justement d'orienter une procédure pour l'intérêt national. En fait, nous ne sommes pas les seuls. Dans la sous-région, il y a des pays qui font passer le droit
avant tout, avant les émotions, avant les partis. Et puis, il y a certaines personnes qui sont en train de délocaliser le débat. À mon avis, c'est un débat autrement juridique. Pourquoi ce débat est en train de migrer vers le terrain politique? C'est aussi des questions que nous devons nous poser. Moi, je pense que le gouvernement est en train d'agir, est en train de faire parler l'expression de la souveraineté du Gabon. Très bien, Andy, ça c'est clair. Edgar, je voudrais rebondir par rapport aux confrères. Oui, j'ai dit dans ce code, il y a de très bonnes choses. Là, on nous parle par exemple des actes subversifs. Que fera la loi si quelqu'un pose un acte subversif? C'est à la loi de s'exprimer, de dire le droit. Il y a le code pénal. Oui, il y a le code pénal. Il y a le code pénal. Je pose une simple question. Quelqu'un qui vit à l'étranger, un Gabonais qui vit à l'étranger, on juge qu'il a posé des actes subversifs, voilà, et il est déchu de sa nationalité. Il ne pourra plus venir au Gabon. Est-ce qu'il sera condamné par la justice gabonaise? Il faut d'abord qu'il soit condamné. Après, on dit, bon, voilà, tu as été condamné pour telle chose. Et donc, il doit parler et on peut te destituer de la nationalité. Absolument. Mais quand on met tout, et là, c'est un code, c'est pas le code pénal, c'est le code de la nationalité. Absolument. Oui, juste peut-être aussi rappeler quelque chose, parce que dans le développement de M. Andy Fouki, il parlait du pouvoir discrétionnaire sur la question. Je ne pense pas que sur la question, le pouvoir discrétionnaire ait quelque chose à voir. Non, il parlait, c'était sur le volet de nomination. C'est-à-dire que parce que la nomination, pour être nommé, alors qu'on a les parents étrangers, c'est pas rapport, je pense que ça avait un rapport avec les dispositions qui font l'objet du oui, d'accord. Je pense que sur cette question, il n'y a pas le pouvoir discrétionnaire qui agit. Et sur la question du droit dont vous avez parlé, oui, vous savez que ce qu'on constate aussi, c'est qu'on a l'impression que ce texte-là cible une catégorie de personnes. Ça, c'est l'impression. C'est pas ce que pense une autre partie des Gabonais. Justement, c'est une impression. Et c'est d'ailleurs ce qui ressort des discussions dans l'opinion, c'est exactement cela. Alors, par principe, les lois ont un caractère général et abstrait. Donc, une loi ne peut pas être mise en place pour cibler, par exemple, une catégorie de personnes. À partir du moment où, dans l'opinion, il y a ce sentiment qui essaie d'émerger, il faudrait se poser la question, à partir de ceux qui émettent les dispositions juridiques, qu'est-ce qui ne marche pas? Et c'est ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau. Et nous avons été tous unanimes ici, que dans ce texte qui fait l'objet de la discussion, il y a de bonnes choses. Bien sûr. Mais on s'interroge sur la temporalité, on s'interroge sur le manque de délimitation réelle dans l'espace et dans le temps de ces dispositions. Mais Jérémy, oui, allez-y. Mais on l'a comme dit, ça, on va dans tous les pays, sinon dans certains pays, l'accès à un certain nombre de fonctions sensibles sont liées à la nationalité. Pourquoi le cas du Gabon devait justement susciter autant d'interrogations? Alors que le pays agit là de façon souveraine, alors que, et puis la Constitution dit que tous les Gabonais disposent des mêmes droits civils et sociaux. Donc, il y a pas de contradiction, il n'y a pas une division, dire que tel est plus... Non, ça ne peut pas être mis sur la table. De toutes les façons, dès lors que chaque Gabonais d'option ou d'origine paye ses impôts, ça veut dire qu'il a accès à tout ce que l'État peut lui rendre. Oui, Jérémy? Je crois simplement que le gouvernement de la Ve République est en train de lutter contre une sorte de chien-lit. Parce qu'il y a certainement un constat qui a été fait, et ce constat n'est pas reluisant, très certainement. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Parce que pour obtenir, par exemple, la nationalité, il faut d'abord que vous vous assimiliez. Et il l'a dit, il faut que vous vous assimiliez d'abord aux populations que vous appelez populations autochtones. Et ensuite, il faut respecter les lois du pays. Or, ce n'est pas forcément ce que font ceux qui ont obtenu la nationalité au Gabon. Et peut-être que c'est de ce constat que sont parties les autorités, mais il y a certainement des craintes qui sont émises, non pas forcément par les personnes qui se sentent visées, parce que ça peut être un débat personnalisé pour certains, oui, bien sûr, oui, tout à fait. Mais par les populations, par le Gabonais lambda. À savoir, moi je prends deux cas. Il y a eu le cas de l'ivoirité en Côte d'Ivoire. On sait où ça nous a conduit. Bien sûr, oui, tout à fait. Bon. Il y a le cas des Banyamulenge en République démocratique du Congo, à qui Mobutu, dans les années 70, a accordé en vrac la nationalité congolaise. Ces gens, ils sont venus là en quête d'un espace vital. Ils l'ont trouvé. Ils s'y sont installés. De génération en génération, ils sont là. Aujourd'hui, allez-y leur faire comprendre qu'ils n'ont plus leurs intérêts là où ils sont,
depuis des générations. Alors vous voyez, tout ça, ça pose des problèmes. Alors moi, je crois qu'il y a un certain nombre d'interrogations qui naissent chez beaucoup d'entre nous, parce qu'il ne faut pas qu'on s'exclue. Oui, le bien débat, il est un débat national. Absolument. Et donc, il y a des interrogations allant dans ce sens qui se posent, enfin, qui naissent dans les esprits des uns et des autres. On va faire un dernier tour de table, on va aller sur la deuxième question. Oui, un dernier mot Moi, je crois que sur la question. C'est une volonté qui vise justement, puisque dès la période de transition, le pouvoir jadis du CTRI avait émis la pensée, sinon le vœu de restaurer les choses. Moi, je pense que c'est dans le même esprit. Parce que il y a eu également le débat sur la question foncière, que beaucoup disaient que voilà, les étrangers, les non-nationaux ne pouvaient pas accéder à des terres ici au Gabon. C'est une question aussi qui a fait polémique. Mais dans le fond de la chose, on a clairement compris qu'il y avait une volonté de nationaliser, il y avait une volonté justement de gaboniser un certain nombre de secteurs. C'est dans ce même esprit. Pourquoi aujourd'hui les fonctions de magistrats, de députés, de ministres et de présidents d'institutions seraient justement aux mains de ceux qui ne seront pas ou de ceux qui ne seraient pas, je veux dire, gabonais? Il y a une volonté justement de restaurer, de donner la dignité aux Gabonais. Finalement, le pouvoir a compris qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est de redonner aux Gabonais sa place dans son pays. Et ça ne cause aucun problème. C'est un problème, justement, de souveraineté. Brice, un dernier mot, on va aller rapidement sur le deuxième sujet. Alors moi, je pense que le dernier mot que j'aurai sur la question, je pense que c'est d'appeler les responsables de notre pays à ne pas avoir une oreille sourde sur toutes les interrogations que soulèvent les Gabonais. Je pense que ce serait dans leur intérêt et dans l'intérêt de la nation que tout ce qui relève de la polémique soit discuté plus âprement, discuté plus posément avec une capacité d'inclusion un peu plus grande, afin que nous puissions tirer de tous les esprits des arguments qui peuvent nous éclairer le chemin de l'adoption de ce texte. C'est assez clair, oui. Oui, moi je crois des articles que Relais ou bien discutés ici doivent faire l'objet d'une analyse très particulière. Il ne faut pas que ce soit des armes utilisées par les politiques pour régler les comptes, n'est-ce pas, à leurs adversaires ou bien à ceux qui ne chantent pas leur louange. Il faut que les gens soient habités par un esprit d'objectivité afin de voir le bien et le moins bien, afin que tout le monde adopte ce code qui a de très bonnes choses. Alors, messieurs, nous allons aller sur le deuxième sujet. Vous êtes détenteur, vous, Jean-Claude Afar, d'un permis de conduire. Oui. Désormais, vous avez 6 mois pour changer le format papier en format digital. Vous devez payer 20 000 francs et vous devez également le faire enregistrer au même montant de 20 000 francs. Et ça, c'est uniquement pour les Gabonais. Hein. Après les étrangers, on a des montants. Pour les Gabonais, c'est 10 000 francs pour digitaliser le permis. Pour les étrangers, c'est 20 000. Et pour la fiche d'enregistrement, c'est 20 000 francs. Comment vous avez reçu cette information de la part du ministère des Transports? Bon, un double sentiment. Déjà, il faut qu'on avance vers l'évolution de ces nouvelles technologies pour freiner la fraude et garantir la sécurité des documents. On a salué la mesure. Même s'il faut débourser quelque chose, je trouve qu'il faut le faire, même si les conditions sont difficiles en ce moment. Mais il faut le faire parce que le tout gratuit, parfois, ne produit pas de bons résultats. Alors, ce qui est difficile, Andy Tongi, c'est le fait, en fait, que ce permis, il est périssable. C'est-à-dire que c'est tous les 2 ans qu'il faut le refaire. Bien sûr, c'est... Ailleurs, ça ne se fait pas. C'est un document définitif, en fait. Je crois que c'est une première. Nous devons déjà saluer l'initiative parce que c'est une première. Aucune initiative n'étant parfaite, je crois qu'il y a plusieurs choses qui peuvent évoluer avec le temps. Mais déjà, c'est saluer justement cette volonté de pouvoir organiser, sinon harmoniser le secteur. Quand on sait qu'aujourd'hui, rien ne se fait sans numérique, tout est digital, nous sommes à l'ère du tout numérique. Et le Gabon également embrasse ce basculement. C'est un basculement qui me semble être important parce que il faut lutter contre non seulement la corruption, il faut lutter contre le faux usage de faux, il faut également suivre les différents détenteurs des permis de conduire. Quand on sait que au Gabon, le nombre d'accidents avait quasiment doublé, sinon triplé, par rapport à un certain nombre de documents que les chauffeurs avaient. On disait récemment, j'étais quelque part et on discutait avec des amis, on a fini par comprendre que au Gabon, le facteur qui est à l'origine des accidents, c'est soit l'alcool au volant, c'est souvent aussi
des personnes qui n'ont pas eu un véritable permis, qui ne seraient pas passés par une véritable école de conduite. Oui. Donc ça aussi, c'est un véritable problème. Il y a une volonté, disais-je, d'harmoniser, de réguler les choses, et nous devons justement saluer l'effort amorcé par le ministère des Transports. Alors, bon, il faut dire très clairement que les Gabonais en majorité disent que c'est trop cher pour un document qu'ils ont déjà acquis en contrepartie de 35, parfois 40 000. Moi, par contre, je fais bien les propos de ceux qui ont intervenu avant moi, mais je veux quand même apporter une petite nuance, parce que vous savez, si le déboursement de sommes d'argent devient impossible pour certains Gabonais, il y a le risque que ces Gabonais développent des moyens subversifs pour passer outre la mise en œuvre effectivement de la digitalisation. Donc on va créer un autre phénomène, bien sûr. Et qu'est-ce qui vous dit pas que demain, après-demain, vous pourrez avoir des dispositifs falsifiés qui naissent du fait qu'on ait créé un obstacle par rapport à ces moyens. Donc encore une fois, comme je disais sur la première question, il y a une nécessité d'examiner et d'examiner encore en profondeur pour essayer de ne pas constituer un obstacle qui pourrait faire naître d'autres phénomènes plus dangereux. Alors, ce qui est sûr, c'est que, Jérémy, aujourd'hui, on a, même à la gare routière, la possibilité de digitaliser un document. Voilà, vous le scannez, vous l'imprimez sur une matière, voilà, qui est solide, qui ressemble à cette pièce que nous avons aujourd'hui. Maintenant, la question, c'est de savoir comment les agents des forces de défense et de sécurité qui sont chargés des missions de contrôle routier doivent identifier un document, un permis de conduire digitalisé. Est-ce qu'ils ont des appareils comme en France, hein, on vous présente un permis, on le scanne pour voir est-ce que tous les postes de contrôle auront cet appareil qui permet justement d'authentifier le permis de conduire digitalisé. Il y a deux choses pour lutter efficacement contre le phénomène de trafic. C'est d'abord la formation des agents et c'est ensuite les moyens mis à la disposition des agents pour travailler convenablement. Il y a les missions qui leur sont assignées, mais ces missions ne peuvent être atteintes que si ces agents disposent du minimum pour travailler. Pour revenir au permis digitalisé, je dis c'est bien parce que ça prouve que le Gabon, ça rime au temps, c'est une bonne chose. Bon, le coût, l'histoire du coût, moi, je ne vais pas me mêler de cette histoire du coût, parce que je crois que l'État dépense de l'argent. Je suis mal placé pour vous dire combien l'État dépense pour en arriver là. Alors, donc, si l'État arrive à faire, j'appelle ça à faire du social, en vous disant payer 10 000 francs, je crois que tout Gabonais peut se sacrifier pour payer 10 000 francs, étant donné que le permis de conduire est un document très important, au même titre que le passeport, que la carte nationale d'identité. Donc, moi, je vois pas trop à le dire, même si beaucoup de Gabonais, et ça, suivez mon regard, sont habitués à ce qu'ils appellent l'ongori, c'est-à-dire le tout cadeau. Bon, mais ça, c'est des rêves de 1990 avec le père Paul Bessol, où tout était cadeau. Mais je ne pense pas que dans un pays normé et normal, tout puisse être cadeau. Oui, je voudrais souligner quand même un point par rapport à ce permis digitalisé. Le souhait, c'est qu'il réduise, n'est-ce pas, les contrôles routiers. Parce que vous partez d'ici pour OIM, vous avez au moins 18 postes de contrôle, et à chaque contrôle, s'il faut scanner le permis, ça crée du temps perdu. Oui. Donc, nous croyons que les autorités prendront la mesure de faciliter la circulation des personnes et des biens. Brice, on va aller sur le troisième point, parce que c'est le point le plus attendu, c'est tellement dans ces... Permettez-moi de souligner un point. Très rapidement. C'est aussi important de dire que c'est un dispositif qui apparaît, qui est novateur dans notre pays. Nous devons nous approprier justement cette initiative du ministère des Transports. Pourquoi? Parce que derrière, il y a aussi une équipe de jeunes Gabonais qui a travaillé justement à la digitalisation de ce permis de conduire. Et là encore, ça fait partie justement de ce qu'on évoquait tout à l'heure, la nationalisation des secteurs, et c'est une initiative que justement on doit féliciter parce que derrière, il y a eu des jeunes Gabonais qui ont travaillé, qui réfléchissent pour mettre en place justement ce dispositif de sécurité qui, pour ma part, fonctionnera. Ah, absolument. Brice, donc on va aller sur le troisième point, c'est bien l'anniversaire du Parti démocratique gabonais célébré en différé
et à l'intérieur du pays. On a entendu les discours. Ils se sont fixés le cap pour reprendre le pouvoir en 2030. Alors, vous savez, avoir l'ambition, c'est naturel, mais après, quand on observe ce qui se passe au sein du Parti démocratique gabonais, du moins l'aile Blaise Louembe, parce qu'il faut souligner que le Parti démocratique gabonais, depuis le 2023, a deux tendances. Donc, j'aurais du mal à croire que le Parti démocratique gabonais, tel qu'il est structuré aujourd'hui, ait suffisamment de ressources, ait suffisamment de moyens aujourd'hui, humains, j'entends, les moyens peut-être matériels aujourd'hui. Mais ils ont les moyens financiers, hein, parce que quand même... bon, je sais pas. Oui, gérer un pays pendant 50 ans, je sais pas. C'est pas ceux qui sont ce qu'on a observé lors des législatives, je ne pense pas que les budgets qu'avaient les candidats du PDG leur... Ils ont fait un peu de rétention. Ah ben peut-être, je ne sais pas. Mais je suis convaincu qu'il y a une difficulté évidente et que cela relève de l'optimisme qu'il faut leur reconnaître. Tout à fait. Et ce d'autant plus que il y a un point positif chez eux, c'est que du moins l'aile qui a tenu le congrès, c'est qu'ils disposent encore d'un réseau assez important et je pense même d'ailleurs plus que le parti au pouvoir. Oui, ils ont un réseau qui est très fonctionnel. Mais pour faire fonctionner efficacement ce réseau, il y a une nécessité d'une cohésion entre les deux tendances du PDG. Et cette cohésion, je pense que nous sommes quasiment dans des positions irréconciliables. Donc c'est quasiment difficile. Jérémy, cela veut dire tout simplement que l'ambition, elle est tout à fait légitime, hein, que le PDG veut y revenir au pouvoir en 2030. Ça veut dire qu'il faudra démontrer que le mandat de Brice Koté Oligui Nguema, président de l'Union des bâtisseurs, est peut-être faible et donc nécessite en fait qu'il ne reprenne pas un deuxième mandat si jamais il est candidat. Mais comment vont agir ceux qui, au PDG, sont au gouvernement ou dans l'entourage du président de la République? Parce qu'il faudra aller réinstaller les bases, redynamiser la structure de base et donc parfois aller pêcher dans les rangs des militants qu'ils avaient perdus et qui sont partis à l'UDB. Moi, je crois que le PDG, pour avoir dirigé le pays pendant plus d'un demi-siècle, devait avoir les moyens de sa politique. Parce que ici, lorsqu'on parle de moyens, on ne voit que les finances et le matériel. Bien sûr. Mais les moyens, c'est quoi? Ce sont les hommes d'abord. Les hommes, les stratégies. Alors, est-ce que le PDG, je me suis toujours posé la question, ce n'est pas d'aujourd'hui, est-ce que le PDG a songé un seul instant à former, à formater le militant? C'est une question essentielle. Parce que ça a donné l'impression d'un cirque. Excusez-moi l'expression. Mais le PDG, c'était un peu festif. Mais on ne pensait pas au lendemain. La preuve, c'est que l'ancien Premier ministre, devant les députés à l'Assemblée nationale, Alain-Claude Bilebinze, s'était clairement exprimé. Il avait dit que le PDG n'était pas prêt à céder une parcelle du pouvoir. Bon. Donc, ce parti-là devait s'organiser pendant qu'il était au pouvoir. Aujourd'hui, vous parlez du 12 mars. Oui, le 12 mars, c'est un grand événement pour ce parti-là. Bien qu'il soit bicéphale aujourd'hui, mais il y a des occasions, il y a des événements qui poussent des hommes qui regardent dans la même direction, puisqu'on parle de reconquête du pouvoir, qui poussent des hommes qui regardent dans la même direction, mais s'assembler, quitte à ce qu'on a vu. Vous avez parlé tout à l'heure, par exemple, de la France, qu'on cite souvent en exemple. Mais il y a à l'intérieur de certains partis politiques des courants. Mais le PDG peut évoluer dans le même sens, avec des courants, pour qu'on essaie d'entendre un autre son de cloche. Peut-être que c'est le fait de conjuguer le même verbe tous les jours qui a peut-être sclérosé un certain nombre d'esprits, ou la plus grande partie du parti. Mais il faut que des esprits forts, des esprits patriotiques. Parce que quand un parti politique est créé, pourquoi? Il est créé pour conquérir le pouvoir. Mais lorsqu'on conquiert le pouvoir, on fait quoi? On dirige un pays. On dirige une république. Mais la république, ce n'est pas que vous, c'est tout le monde. Et donc les PDGistes doivent se mettre cela à l'idée. Ils ont raté un rendez-vous avec l'histoire, à mon humble avis, parce que ce n'est pas parce que vous avez perdu le pouvoir
que vous ne pouvez plus vous souvenir des événements qui ont marqué votre histoire. Et le 12 mars, pour les pédégistes, ça en est un. Jean-Claude, aujourd'hui, on a bien vu avec la mise en place des commissions à l'Assemblée nationale, hein, il y a presque 3 PDGistes au cadre du Parti démocratique gabonais élus députés, mais qui sont présidents des commissions. C'est valable pour certains qui sont au gouvernement ou dans l'entourage du président de la République. À un moment donné, vont-ils choisir de critiquer le gouvernement pour reconquérir, dans le cas des arguments de campagne, le pouvoir, ou vont-ils partager le bilan auquel ils participent? Oui, Edgar, vous parlez des présidents qui ont pris les têtes des commissions. Nous savons comment ces présidents ont été élus lors des élections législatives. C'était juste, ils ont été poussés pour siéger à l'Assemblée nationale. On leur a laissé, le terrain. Donc, nous comprenons que c'est une récompense, en quelque sorte, qu'on leur fait. Mais on aurait souhaité que le président du PDG, qui a fait cette déclaration qu'en 2030, ils vont reconquérir le pouvoir, dise à l'opinion qu'ils soutiennent maintenant. Parce que le PDG a soutenu le oui pendant le référendum. Et donc, ils sont obligés de soutenir le programme du président jusqu'à la fin du mandat. Pendant l'élection présidentielle. Oui. Ils seraient saugrenus aujourd'hui, sauf peut-être qu'ils vont changer le fusil d'épaule d'ici 2030 et beaucoup de choses peuvent se passer. Oui, bien sûr. Parce que si les populations réalisent qu'enfin, c'est le PDG qui peut faire mieux, je crois qu'elle va retourner vers le PDG et le PDG pourra avoir des coudées franches pour aller dans l'opposition dure et contrecarrer le deuxième mandat d'Olivier Nguema. Ça, c'est une option de toutes les façons, on dit. Moi, je crois que ce n'est pas possible que le PDG revienne sur la scène politique et solliciter à nouveau les suffrages des Gabonais et que les Gabonais en retour peuvent accorder justement le suffrage. On ne sait jamais le Gabonais. Le Gabonais, il est ce qu'il est. Oui, c'est vrai que le Gabonais, il est ce qu'il est, mais il est réfléchi. Oui. Le Gabonais, il est assez structuré. Plusieurs fois, il nous a démontré qu'il était capable de se relier. C'est possible. Mais moi, je parle de génération. Bien sûr. Oui. Je parle sur la base de la génération actuelle. À mon avis, je ne suis pas le porte-parole de cette génération, mais j'appartiens justement à cette génération du point de vue de la réflexion. Je me dis, il y a un problème. Il y aurait véritablement un problème si la génération à laquelle j'appartiens décide demain de donner le pouvoir au PDG. Le PDG a régné sans partage durant une 50aine d'années dans ce pays. Vous n'étiez pas né de toutes les façons. Merci. Et nous avons pu justement, à ma naissance, j'ai pu justement constater au fur et à mesure que je grandissais tout ce que le PDG a pu faire. Je n'ai pas envie d'être frontal, mais je me dis quand même, le rêve est permis. Oui, mais il va falloir se réveiller très tôt pour réaliser qu'on a peut-être mal rêvé. Et il y a quelque chose aussi que je vais justement relever. Allez-y. Le PDG aujourd'hui veut aller à la conquête du pouvoir. Blaise Louébé, qui est le président aujourd'hui, il est à l'image d'un général qui est fragilisé. Parce que pour qu'un général puisse tenir, il doit avoir des états-majors, sinon des régiments très forts. Le PDG, du point de vue des activités, il ne fonctionne quasiment pas. C'est un parti qui fonctionne sous béquille. Et on l'a vu, hier, par exemple, il y avait des animations du point de vue du parti. Il y avait des comités, il y avait des fédérations qui organisaient des réflexions, des rencontres. Mais aujourd'hui, ce parti est en perte de vitesse. Vous avez parlé des moyens. Mais le PDG peut avoir autant de moyens. Mais là-bas, c'est un problème de mentalité. Est-ce qu'on est prêt justement à mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? C'est ça le véritable challenge dans le PDG. Et il y avait même cette guerre en interne parce que beaucoup ne se retrouvaient pas. Beaucoup n'arrivaient pas à briguer un certain nombre de postes parce que il y avait la filiation, il y avait le régionalisme, il y avait un certain nombre de questions dans un parti politique qui prenait l'ouverture. Comment est-ce qu'aujourd'hui les Gabonais seront prêts à donner le pouvoir à ce parti? C'est une interrogation. Tout à fait, une interrogation partagée. On va vous laisser conclure, Brice. Il y a quelque chose qui est évident au sein du PDG, c'est que le PDG dispose d'un noyau de militants assez solide. Lorsqu'on regarde 2023 avec le coup d'État, donc le coup de libération, personne ne pouvait s'imaginer que jusqu'aujourd'hui, le PDG aurait pu tenir ce noyau, même si ce noyau-là, aujourd'hui, il est divisé entre les deux, voilà, justement. Mais il y a un noyau qui est très solide au sein du Parti démocratique gabonais. Où je serais peut-être d'accord, c'est que le PDG n'a pas su tirer les leçons des échecs passés, parce qu'il aurait pu y avoir, après 2023, une transition de génération au niveau de la gestion
de la tête du Parti démocratique gabonais. On aurait insufflé une nouvelle dynamique. Et cette nouvelle dynamique pouvait permettre effectivement au PDG de se reconstituer et de conquérir dignement. Mais qu'est-ce qu'on présente aujourd'hui? C'est les mêmes visages, c'est les mêmes personnes. Même si Andy fait le reproche que les gens n'iraient pas. Mais aujourd'hui, si vous regardez le pouvoir actuel, mais la majorité, c'est des PDGistes qui sont, à qui les Gabonais ont fait confiance, quand bien même que ces gens-là ont été de ceux qui ont fait parfois factuellement mal au pays. Une confiance, permettez-moi de rebondir, c'est une confiance, à mon avis, c'est une confiance qui a été faite au forceps du président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui bénéficiait à ce temps-là d'un certain nombre, je veux dire, de largesse ou encore d'amour du peuple gabonais. Oui, mais il y avait le principe que le président était dans une approche inclusive. Hein. Exactement. Oui, bien sûr, mais par contre, aujourd'hui, la dynamique semble s'être renversée, puisque la dynamique du soutien au président, même si nous, on n'a pas des statistiques qui nous permettent de le regarder, mais nous, aujourd'hui, l'observatoire qu'on a, c'est quand même les réseaux sociaux, on voit quand même un tout petit peu, il y a une dégradation de ce soutien. Donc, ça peut produire effectivement l'effet inverse en 2030, comme vous le dites. Donc, il faut rester mesuré. Il faut rester mesuré. Voilà, justement. Dernier sujet, justement, de ce débat, Jérémy Nzamba, vous avez été journaliste africain numéro 1, vous continuez donc de commenter l'actualité nationale et internationale. Le Bénin va organiser dans quelques jours l'élection présidentielle. Patrice Talon, le président sortant, a fait ses 2 mandats. Bien sûr, il était arrivé pour un seul mandat, mais il avait bien compris que le pays avait besoin de lui, certainement. Il laisse donc un dauphin, le ministre de l'économie, Wadani. Alors, comment cette transition est vue? Je vais commencer par, ce n'est pas dans mes habitudes, féliciter le président Patrice Talon d'avoir respecté la Constitution, de ne l'avoir pas triturée comme on le voit un peu partout ailleurs. C'est très important pour la démocratie. Bien sûr. Parce que la démocratie, ce n'est pas que les textes, mais c'est aussi de la population. Parce que l'élection présidentielle au Bénin est une élection à suffrage universel direct. Oui. Alors donc, la population est très importante là-dedans. Alors donc, il a respecté et la Constitution et les populations béninoises. Il est venu en 2016. Il a fait un premier mandat de 5 ans. Et comme le mandat est renouvelable une seule fois, il a rempilé. Et le voilà en 2026, 10 ans après, c'est bien, 5 plus 5, en train de partir. Et il part avec la manière, parce qu'on n'a pas entendu tout ce qu'on entend par-ci, par-là. Et ça, c'est déjà un fait à relever. Bon, maintenant, pour l'élection à proprement parler. Bon, il y a Romuald Wadani, qui est de la mouvance, le candidat de la mouvance présidentielle. Bien sûr, oui. Qui est soutenu par 2 grands blocs. Et puis, il y a de l'autre côté, Paul Ompé, Oui. qui est des forces Cori, pour un Bénin émergent, pour l'émergence du Bénin. Oui. Bon, je crois que le fait que le principal parti d'opposition, les démocrates, de l'ancien président Thomas Yahi Boni, ne soit pas présent, bien que sous une autre forme, enlève un peu de piment à cette élection présidentielle. Les deux qui vont s'affronter nous laissent croire que le terrain a été préparé pour Wadani, pour le président Wadani, qui, soit dit en passant, a un programme de société musclé et est un technocrate, parce qu'il l'a démontré lors, par exemple, de ses rencontres avec les Béninois. Il a l'avantage d'avoir été ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, parce que il y a 10 ans, le budget du Bénin était de 1000 milliards de francs CFA. 2026, ce budget est passé à 3000 milliards. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'est manifesté par sa rigueur, Bien sûr. par son travail, par son patriotisme, et qui peut mériter, pourquoi pas, la confiance des Béninois. Et j'ai comme l'impression, j'ai la faiblesse de croire qu'une bonne partie des Béninois, et ça, c'est également avec le soutien du président Patrice Talon, je crois qu'une bonne partie des Béninois milite pour un Romuald Wadani à la tête de l'État les 5 prochaines années. Jean-Claude Dafa? Oui, je vais sur la logique du grand Nzamba.
Sauf que le président sortant, il a préparé le terrain et il a préparé son dauphin et il a mis des mécanismes pour écarter des véritables challengers, ce qui donne un goût un peu amer à cette élection, qui ne donne pas le punch. Le candidat adverse au candidat préparé par le président, il est aussi de la mouvance. Il est d'une opposition modérée. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Ce qui veut dire que... Il est vu comme un candidat fabriqué, en fait. Fabriqué, c'est un candidat fabriqué. Ça veut dire que, bon, les dés ont été pipés dès le départ avec cette histoire de parrainage. Oui. Moi, je crois qu'au Bénin, il y a eu... c'est vrai que la présidence de Patrice Talon a brillé sur le Bénin et sur l'Afrique du point de vue de la diplomatie, de la démocratie, pardon. On a compris qu'il y avait une volonté justement d'inscrire le pays en lettres d'or sur le paysage mondial, démocratiquement parlant. Mais Patrice Talon, certes, quitte la présidence, mais son nom reste derrière lui, dans la mesure où le candidat actuel qui est en train de briguer la présidentielle béninoise est quasiment son dauphin, pour ne pas dire son fils, c'est peut-être un euphémisme. Et il faut comprendre aussi que les réformes amorcées par le gouvernement béninois ont baissé drastiquement le coût de, sinon le nombre des candidats à cette élection présidentielle. Quand on sait qu'au Bénin, c'est quasiment 15 millions d'habitants. Et pour cette élection, c'est 7 millions d'électeurs inscrits. C'est énorme. Et lorsqu'on regarde démographiquement parlant, le Bénin, c'est 135 habitants au kilomètre carré. Et donc, il y a une volonté justement de redynamiser les choses, il y a une volonté de développer le pays. Mais on sait que l'actuel candidat est marche dans les bottes de l'ancien président. Ça, il n'y a pas de doute. Ça se voit. Alors, Boris? Moi, par contre, je voudrais souligner un autre aspect. Oui. C'est parce que il y a quelques mois en arrière, le Bénin a été victime d'une tentative de coup d'État. Oui. Cette tentative de coup d'État était le résultat d'une crispation de tension au sein du Bénin. Même si on a souligné le jeu d'appareil entre Yahi Boni, oui, mais ce jeu d'appareil-là n'induit pas automatiquement l'apaisement dans les militants et la société béninoise. Et ce qu'on constate par le fait que le président sortant est sur un pays, un électorat de 7 millions de personnes et que vous n'avez pas la diversité dans les candidats, cela a créé quand même d'autres tensions supplémentaires dans un environnement où les pays voisins ont été victimes d'un certain nombre de coups d'État. Je pense que cette attitude-là, ça peut créer des situations qui pourraient nous laisser regarder l'avenir du Bénin avec un peu d'hésitation quant à la probabilité qu'à la longue, ces frustrations puissent amener à des situations de crise permanente qui pourraient amener, je ne sais pas jusqu'où, mais toujours est-il qu'il y aura des inquiétudes par rapport à l'avenir. Jérémy, vous allez conclure donc sur ce point. On va passer, on est presque arrivé à la fin de l'émission. Alors, moi, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que, autant le président Ouadani a insisté sur la relance de l'agriculture, sur l'industrialisation et sur le tourisme, autant il a insisté sur la diplomatie, une diplomatie agissante avec tous les voisins. Parce qu'il a dit aux Béninois que nous ne pouvons pas nous passer de nos voisins parce que nous n'avons pas choisi d'être là où nous sommes. C'est la nature qui a voulu que ça soit ainsi. Merci Jérémy Gustave Nzamba, ancien journaliste d'Africa numéro 1, chroniqueur de l'actualité. Merci à Brice Livou et Inga, vous êtes communicants et bien sûr chroniqueur politique. Merci d'être venu sur ce plateau. Jean-Claude Afas, c'est un plaisir de te recevoir et donc bien sûr le plaisir de vous recevoir la semaine prochaine. Et puis merci Andy Neltungi de la rédaction de Gabon Première. Madame, messieurs, nous passons sur la troisième phase de cette émission, la revue de presse de Kabel Guillemami, ensuite et tout de suite l'invité Geoffroy Fumola Libé Kamakoso, ancien député de la transition et surtout leader de la société civile. Votre revue de presse est consacrée sur l'actualité nationale et internationale. Tout d'abord, sur le plan international, la guerre en Iran, la Chine semble décidée à promouvoir la paix entre Téhéran et Washington. Selon le journal L'Opinion, la Chine, par l'autruchement du Pakistan, tente par un rôle de garant d'un éventuel accord de paix. Les responsables chinois et pakistanais ont présenté un plan en 5 points visant à instaurer
d'instaurer un cessez-le-feu et à rouvrir le détroit d'Ormuz d'une importance vitale au moment où l'approvisionnement énergétique mondial est mis à rude épreuve. Pendant que la guerre se déroule au Moyen-Orient, plusieurs Gabonais enregistrés en vue du rapatriement désistent à rentrer. L'agence gabonaise de presse évoque le communiqué du ministère des Affaires étrangères, lequel stipule qu'ils sont nombreux à disparaître après la réception de leur billet d'avion. Cette situation entraîne une lourde incidence financière pour le gouvernement, notamment en raison de la perte des billets d'avion déjà achetés et du paiement des pénalités y afférentes. Crise au Moyen-Orient, pourquoi certains Gabonais refusent de rentrer malgré l'aide de l'État? Le journal L'Ombre souligne que ce paradoxe s'explique moins par de l'inconscience que par des arbitrages personnels difficiles. Pour beaucoup, partir signifie abandonner un emploi, des revenus parfois vitaux ou une activité constante sur plusieurs années. Selon toujours le journal L'Ombre, d'autres hésitent à quitter un cadre de vie stabilisé, des familles installées ou mises sur une escalade rapide du conflit. Dernière partie de l'émission Écho des médias. Nous recevons sur ce plateau en invité Geoffroy Fumola Libeka Makosso. Vous êtes ancien député de la transition à l'Assemblée nationale. Vous êtes surtout leader de la société civile, un visage assez connu. Dans l'opinion, on entend parler des Gabonais qui ne peuvent plus accéder, s'ils ont un parent étranger, un certain nombre de fonctions. On peut être déchu de la nationalité lorsqu'on est accusé d'actes subversifs. On doit se marier, on doit avoir la nationalité désormais si on a épousé un Gabonais, une Gabonaise après 6 ans au lieu de 3 ans habituellement. De quoi on parle? J'ai le sentiment, depuis que le débat a commencé, qu'apparemment nous ne parlons pas du même code de la nationalité. Qui est Gabonais d'origine? Au sens du nouveau code, celui qui est d'ascendance autochtone, celui qui est apatride à qui on donne la nationalité, celui qui est né de 2 parents étrangers, et l'autre catégorie, celui qui est adopté. Voilà les Gabonais d'origine. Quels sont les Gabonais qui le sont par acquisition de la nationalité? Ceux qui le sont par effet de mariage, par le fait de naturalisation, c'est-à-dire quelqu'un vit ici depuis 10 ans, il s'y plaît et puis demande d'avoir la nationalité, et ceux qui le sont par effet de réintégration. Ils avaient la nationalité gabonaise, ils sont peut-être par exemple partis au Cameroun, solliciter la nationalité. Comme là-bas, il n'y a pas de double nationalité, ils ont renoncé à la nationalité gabonaise, et quand ils reviennent au Gabon, ils font une réintégration pour de nouveau obtenir la nationalité parce qu'ils justifient d'une nationalité ancienne. Voilà ce dont parle le Code. Je sais de quel article vous parlez, les articles 58. Mais M. Edgar Nzebi Doukaga, je vais vous lire l'article 58. Les personnes naturalisées ou ayant acquis la nationalité. Est-ce qu'on vous a parlé des Gabonais ascendants? Est-ce qu'on vous a parlé des personnes qui sont nées de parents étrangers sur le sol gabonais? Est-ce qu'on vous a parlé de ceux qu'on a adoptés ou des apatrides? Non. Donc les binationaux, les Gabonais ascendants, même ceux qui sont nés de parents étrangers ne sont pas concernés par cette disposition. Qui est concerné par cette disposition? Monsieur Edgar Nzebi Doukaga est français. Il arrive au Gabon. Il prend la nationalité gabonaise, et aussitôt il a pris la nationalité gabonaise, il dit qu'il veut être ministre. La loi dit non, à travers l'article 58. Vous ne pouvez pas être ministre. Votre enfant, par contre, lui, s'il veut devenir ministre demain, il peut l'être. Je vous dis en fait qu'on a un problème de lecture de nos textes, M. Edgar Nzebi Doukaga. Et moi, ça me sidère quand ça vient des personnes et des personnalités ayant occupé des hautes fonctions, même législatives. Monsieur Fumola, est-ce que vous pensez que... qu'est-ce que vous répondez par rapport à ceux qui disent que cette disposition a été mise en place pour les activistes? Non, c'est dans l'article 64. Perd de plein droit la nationalité gabonaise, tout Gabonais qui occupe un emploi dans une armée étrangère, dans un service public étranger ou une organisation internationale dont les activités sont contraires aux intérêts du Gabon, n'a ni démissionné de cet emploi, ni cessé de son concours dans un délai de 6 mois après la notification d'injonction du gouvernement gabonais. Il est présumé avoir renoncé à la nationalité gabonaise qu'il perd de droit.
Là, nous sommes dans la rénonciation tacite. Donc, la première catégorie, ce sont ces Gabonais qui sont dans les armées étrangères, ainsi de suite, à qui le gouvernement écrit pour dire il faut renoncer à rentrer dans ton pays. Lui dit non, moi je reste ici. Le gouvernement estime que tu renonces de ce fait à ta nationalité. D'accord. Maintenant, là où il y a le débat, et c'est là où je ne partage pas pleinement la disposition, c'est l'alinéa 2 qui dit il est de même pour tout détenteur de la nationalité gabonaise qui mène clairement des actions subversives et déstabilisatrices contre le gouvernement, les institutions et les intérêts de la République gabonaise et qui refuse dans un délai de 3 mois d'obtempérer aux injonctions à lui faites par les autorités gabonaises. C'est cette alinéa. Mais vous voyez que même dans la communication, M. Edgar Djembi Dukanga, avez-vous entendu les membres de ceux qui contestent, vous citez le premier alinéa de ceux qui travaillent à l'étranger? Non. Non. Pour des questions politiques, parce qu'il faut impérativement s'opposer, de montrer que le président Ligui prend des mesures impopulaires, ils viennent choisir le deuxième alinéa. Mais pourquoi je ne suis pas d'accord avec le deuxième alinéa? Pas parce qu'il ne s'intéresse, il s'attaque aux activistes. Ça, c'est une vue de l'esprit. Est-ce que c'est l'expression, le mot subversif qui vous dérange? Non, mais en fait, la subversion, les actions de subversion et de déstabilisation sont déjà prises en compte par le livre 2 du Code pénal qui traite de la protection des intérêts fondamentaux de l'État. Qu'est-ce qui est action de subversion? Tout ce qui peut être intelligence avec l'ennemi, tout ce qui peut être sabotage, tout ce qui peut être propagande mensongère, tout ce qui peut être action de rébellion, introduction des armes au Gabon pour déstabiliser. C'est ça la subversion et la déstabilisation. Bien sûr. Donc moi j'estime que c'est déjà pris par le code pénal. On ne peut pas encore l'avoir ici au niveau du code de la nationalité tel qu'il est écrit. Par contre, si on veut garder la subversion et la déstabilisation dans le code pénal, on doit l'enlever dans la rénonciation tacite pour l'amener dans la déchéance, suivant effectivement une décision de justice. Cela sous-entend qu'on va par exemple écrire que les personnes condamnées pour des actions de subversion et de déstabilisation se voient retirer leur nationalité. Pourquoi cette écriture? Parce qu'on estime que ces personnes, passant par un procès, auraient été déjà attendues, il y aura déjà eu un contradictoire. Bien sûr. Or, dans l'article 64, il n'y a pas de contradictoire. On nous dit juste, après une injonction de 3 mois, on peut retirer la nationalité. Mais est-ce qu'on a donné l'opportunité à ces personnes-là de s'exprimer, de se défendre, ainsi de suite? C'est pour cette raison-là que moi, je ne suis pas en phase Il y a un avec recours, il y a des voies de recours. Justement, même pas de voie de recours. Non, la voie de recours, ce n'est pas la même chose. Quand on vous a déjà condamné, vous faites un recours à qui? Au chef de l'État qui a pris le décret, au ministre, ainsi de suite. Mais ça ne vous garantit pas toujours l'équité. Absolument. Parce que ce n'est pas dans le cadre d'une décision de justice, oui, qui vous permet d'avoir un avocat, vous allez faire le recours. Oui. C'est pourquoi il faut laisser ces éléments-là dans le code pénal et ne pas créer un cadre pénal similaire dans le code de la nationalité où seul le président, le ministre de la Justice et de la Défense ont la compétence. Mais donc, vous, en tant que leader de la société civile, comment vous préparez l'opinion dans le cadre de ce qui va se faire parce que les députés nous disent, certains, que ce texte va arriver sur la table de l'Assemblée nationale et du Sénat. Comment vous voyez la démarche? Bon, moi déjà, je vais motiver, parce que maintenant, en tant que citoyen, je ne suis plus député. Bien sûr. En tant que citoyen, je peux écrire justement à la commission des lois pour formuler déjà mes amendements. Comme ça, quand ils vont recevoir le texte, ils pourront analyser et en tenir compte ou non. Ça, c'est la démarche du citoyen. Oui, parce que nous également, on a eu des citoyens qui l'ont fait, notamment pour le retrait de la taxe sur les transactions électroniques. C'est le président de l'association qui œuvre dans le cadre des actions bancaires et autres, la protection de la consommation, voilà, qui avait... On s'était vu, il avait saisi et puis il avait été auditionné. Et suite à ces arguments, on avait retiré, les députés avaient retiré cet élément dans la loi de finances. Donc c'est la même démarche que tout citoyen peut entreprendre auprès du député ou du sénateur de sa circonscription. Maintenant, on va dire, mais quelle est l'urgence de modifier le code de nationalité? C'est là où on voulait en venir, oui, tout à fait. Il y a l'urgence. La première urgence, c'est qu'il faut aligner le code de nationalité à l'esprit de la Constitution qui a été adoptée par consultation populaire. Au nombre de cet esprit de la Constitution, les dispositions liées à la candidature d'un chef d'État au Gabon. Les populations se sont prononcées pour que dorénavant, le président de la République soit par exemple, soit de père et de mère gabonais, eux-mêmes nés gabonais. Bien sûr. Donc l'expression eux-mêmes nés gabonais renvoie déjà à l'autochtonie, ascendance autochtone. Tout à fait. Donc la question de l'ascendance autochtone a été déjà tranchée lors du référendum, rien qu'à travers cette disposition. D'où la présence de l'ascendance autochtone
dans le nouveau code de nationalité. Mais il fallait aussi arrimer ce code de nationalité à l'esprit des pères fondateurs, parce que l'article 9 du code de 1962 dispose que pour être Gabonais d'origine, la première catégorie, le droit du sang, il fallait être né d'au moins un parent de souche gabonaise. De souche gabonaise. C'est écrit noir sur blanc. Bien sûr, oui. Et c'est ce que les pères fondateurs, Léon Mba, Jean-Hilaire Obama, ont consacré. En 1999, on a des malins compatriotes qui sont venus modifier le code, adopter un nouveau code, où ils ont enlevé le de souche gabonaise. Comme pour dire, le Gabonais qui revient de l'extérieur, qui prend la nationalité, doit avoir les mêmes droits que celui qui justifie d'une ascendance autochtone. Et en 2026, le président Oligui ramène la relation, donc le droit du sang, parce qu'en fait, le débat, c'est entre le droit du sang et le droit du sol. Le code de 62 consacrait comme condition le droit du sang et le droit du sol. Le droit du sang à travers souche gabonaise. Absolument, oui, tout à fait. 99, des compatriotes ont enlevé le droit du sang pour ne laisser que le droit du sol. Et le code 2022 ramène le droit du sol et le droit du sang. Donc, à travers ascendance autochtone qui correspond au droit du sang, Oui. et être né sur le territoire gabonais qui correspond au droit du sol. C'est de ce dont il est question. Donc, on a un code aujourd'hui qui répond parfaitement à l'esprit initial des pères fondateurs. Est-ce que c'est gênant qu'on puisse consacrer dans notre code, comme dans d'autres pays, au Sénégal et autres, le droit du sang à côté du droit du sol? Qu'est-ce que nous, Gabonais, on gagne en retirant de notre code le droit du sang pour ne garder que le droit du sol? Là, ce sont des questions auxquelles doivent nous répondre les politiciens. Tout à fait. Alors, nous allons terminer cette phase de l'émission par des questions tout à fait personnelles. Vous êtes régulièrement, on va dire, disons-le très clairement, attaqué, alors que vous faites un travail de conscientisation de la société. Comment vous vivez ça? Ben, comme je dis souvent, ce qui est bien, c'est que je suis acteur civique. J'ai eu le mérite, pendant tout mon parcours, du lycée à l'université, d'être toujours dans les coopératives, soit secrétaire général ou membre de la coopérative pour défendre les intérêts des élèves, à l'université dans des mutuelles ou des clubs pour défendre les intérêts des étudiants. Et à la fin de mes études dans l'institution, j'ai fait le choix d'être dans la société civile, alors que j'avais été recruté par le cabinet Ernst & Young, qui recrutait le meilleur en audit de l'Institut de gestion pour intégrer son cabinet. Au bout de 3 mois, j'ai décidé, moi, de rester sur ce qui me brûle le plus, c'est le combat civique. Donc c'était un choix, et j'ai le cardio pour ça, donc je ne suis nullement gêné ou blessé. Je comprends, parce que j'ai décidé de m'engager sur un chemin qui est quand même assez difficile, celui de la transformation de mentalité. Et quand vous embrassez cette voie, il faut vous attendre à tout. Et pour ma part, je suis prêt, il n'y a pas de souci. Et je clôt en disant que l'ordonnance dont on parle, en fait, avait été adoptée lors du Conseil des ministres le 12 août 2025. N'ayant pas été ratifiée lors de la session de septembre à décembre 2025, il a été de nouveau adopté en intercession du 26 février. Donc c'est un texte en fait qui date de plus 6 mois, qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est ce qu'on avait bien compris. Merci Geoffroy Fumbola Libeka Makosso. Vous êtes donc naturellement ancien député de la transition et surtout leader de la société civile. Merci d'avoir honoré de votre présence sur ce plateau. C'est un plaisir partagé. Madame, Messieurs, Andy Tunguema, vous disons merci d'être fidèles sur l'émission Éco des médias. On se retrouve dans une semaine.